si je fais... Ah oui, mais ça fonctionne. Ouais. Bon, mais arrête-le, puis on va le recommencer. Oui, j'arrête l'enregistrement. Mais toi, il est où cette affaire-là? En bas, j'ai un bandeau, désactiver, discuter, etc., comme d'habitude. Oui, mais il est où, là? Ah! OK, je viens de le voir. Bon, écoute, je vais reprendre je vais essayer Ouais. de reprendre le. Attends un petit peu, bouge pas. De toute façon, c'est stoppé là. OK, mais attends un petit peu, bouge pas, là. Là, il faut que j'admette les gens. Les gens commencent à arriver beaucoup. Ah, notre amie Chantal est là? Eh oui. Bonjour, Chantal. Attends un petit peu. Mais là, comment je fais pour reprendre, enregistrer sur cet ordinateur? Oui, moi, je te vois. Je suis désolée, ça ne tienne pas avec la voix. Oui, ça fonctionne. On t'entend bien, Chantal. Bon. Moi, j'ai pas envie qu'on m'entende. Comment je vais faire? Tu Coupe coupes ton ton micro, micro. cher. OK, je l'ai, tout est correct. Je sais pas comment je coupe le micro. T'as coupé ton micro? Dans le bas, Chantal, il y a un bandeau, puis c'est marqué activer ou désactiver le son. Super, merci. OK, je vous laisse 30 secondes. Je vais aller dire à Violaine parce que Violaine voulait venir Oui. écouter aussi. Oui, il n'y aura pas d'écho. Et en plus, ça risque de faire du larcène. Si- Sinon, j'ai des écouteurs de l'autre côté. Bon. Ah, Violaine est en cours ce matin, ça fait que je ne Ah, sais pas si d'accord. elle va pouvoir venir. OK. Bon, là, enregistrement suspendu, reprendre l'enregistrement. OK, c'est parfait. Je ne sais pas tantôt pourquoi ce n'était pas là. OK. Bonjour, Hugo. Hugo, c'est le fils à Simon et Étienne. Ah oui. C'est son Et fils. il est à Montréal, non? Il est à Québec. À Québec. Ouais, il a fini ses études et puis il habite à Québec maintenant. D'accord. J'allais dire bonjour. Ah, ben oui, non, elle n'est pas encore là. Je m'excuse, hein, Étienne, Bonjour, Violaine. j'aimerais bien rencontrer Madame le marié. Eh oui. Ah, ben, elle s'en vient, regarde, elle s'en vient, Ça s'en vient, Vanessa, là. c'est ça? Elle s'en vient. J'ai du travail par-dessus la tête, j'enseigne Ah. tant. J'ai encore le stress. Je suis pas retraitée, moi. Ça risque nous. Ouais, Mais On a, regarde, mais j'aimerais regarde, bien. on, Chantal est ici, là. Chantal est là, bonjour Chantal. Ben là, elle a fermé son micro, elle elle a t'entend. fermé son micro, oui. Mais Elle a fermé son mais micro. elle doit t'entendre, là. OK. Oui, 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 elle a dit bonjour, mais tu n'as pas entendu. Ah, OK. Mais je voudrais que vous sachiez aussi que vous êtes bienvenus, hein, si vous voulez. Regarde le. Ah, mais il connaît le condo, Ah, Étienne. il le connaît. Ah, OK. ben, je connais, on n'est pas venu, mais j'avais déjà vu des Jamais vous photos. voulez profiter, hein, vous êtes bienvenus, on vous le laissera. Et écoute, on vient, c'est promis, on a nos billets d'avion et tout, hein. Oui, oui, c'est Il ça. restera à déterminer la date. OK. Ça Non, non, fonctionne. mais c'est très bien. Je me mets dans Tiens, le. mais Coucou. Chantal. Bonjour Chantal, bonjour, contente de te revoir. Aujourd'hui, j'ai désactivé ma Ah, c'est caméra. ça que j'ai compris, c'est La vue correct. est merveilleuse, hein. Oui, c'est bien, hein? Ah, tu te souviens que tu m'avais donné conseil et puis tu avais dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ben, Et c'est un peu grâce à toi que je suis là. voilà, Ah, en train de réfléchir. Oui, oui, OK. Alors, ben écoute, Tiens, Vanessa est là. Madame le marié. Elle est là, Vanessa. ah, Hier, quand je Ouais. comptais hier, Étienne, lorsque je comptais à Violaine que Vanessa, elle parlait 5 langues et puis qu'elle était allemande, elle dit, ben non, elle ne peut pas être allemande, c'est la fille. J'ai dit, non, c'est la belle fille. J'ai Ah dit, oui, comment bonjour est-ce Vanessa. avoir une fille allemande? Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, Étienne, mais Chantal, professeur Tremblay. est-ce que tu es à Paris, à Berlin, à Londres ou en Floride?
Ben, je suis à Paris et pour tromper tout le monde, voilà, j'ai une lampe d'Hambourg, hein, des photos de New York, hein, et puis voilà, donc, Une Parce mais que, vraie colocataire. Une parce que vraie Vanessa est colocataire. localisée, elle habite à Paris, localisée à Berlin, avec un bureau à Londres et puis un patron à Miami. Alors, elle voyage entre. Prends une Ouais. capture d'écran. Moi, malheureusement, je dois vous De toute quitter. façon, tout va être enregistré Ah, c'est tantôt. parfait. Ouais. Alors, bonne conférence à tous. Bye. À bientôt, Violaine. merci, bonne journée. Écoute, voilà, les gens arrivent petit à petit, ça démarre toujours Oh avec oui, un c'est peu ça. de De toute façon, retard. il n'est pas encore 10 heures, il reste encore quelques minutes. Écoute, Yves, et puis Vanessa, tu veux bien qu'on enregistre la conférence? Ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. OK. Oh oui, de toute façon, après ça, c'est vendu sur le marché noir, il n'y a pas de souci non plus, tu vas voir. Et puis, Yves, je te propose de faire un tout petit mot d'introduction. Et Ah non, puis, mais écoute, je te non, laisse présenter, animer, puis non, moi, mais en fonction. oui, mais tu sais, Vanessa nous a envoyé une liste de questions. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu veux Alors, qu'on se serve de ces questions-là d'emblée ben, ou comment voulez-vous procéder? je pense que c'est comme ça que tu veux qu'on fasse, hein, Vanessa. Ben, pour moi, ça serait plus facile si on s'oriente à ces questions-là. Après, si vous voulez en dévier, ça ne me pose aucun problème du moment où vous accepteriez que peut-être si je ne sais pas répondre, je ne répondrai pas. Et je OK. dis, Non, mais donc non, on mais va procéder comme on est ça, entre si tu nous, veux non? bien, Yves. Moi, je fais un court moment de présentation. Tu poses la première question et puis je poserai la deuxième et puis on intervient au fur et à OK, mesure. d'accord, parfait, Hein. excellent. Fait Ouais. que je vais, OK. Donc, Puis, on attend que les gens arrivent. Étienne, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais en ce qui me concerne, si les gens ont envie de poser des questions de Oui, oui. clarification ou enfin d'approfondissement entre-temps, que vous ne prenez pas de chat ou comme ça ne me dérange pas du tout. Au Il y a contraire, ça des, remplit. écoute, il y a les deux. Il y a soit le chat, soit des questions diverses. Ils peuvent lever la main, etc. Super. Voilà. On va attendre un petit peu parce que ça démarre toujours avec un peu de retard, mais Et bah pourquoi ça serait différent qu'en entreprise, hein? Nous, enfin, qui sont maintenant complètement virtuels, les gens ils sont planifiés comme ça, back to Eh, back, comme on dit. Donc il y a toujours eh, les 5 premières minutes, il faut que tout le monde fasse le chat. il faut les 5 premières minutes. Et là, c'est un peu plus de 5 minutes, tu vois. Comme c'est pas purement français, c'est plus de 5 minutes. Ah, c'est un exemple allemand, voilà. Bonjour, il y a des personnes je ne sais pas si Yves, tu connais tout le monde, des personnes qui se sont connectées là. Non, ben sais-tu que à part Hugo et ton épouse, non. Berada, je ne sais pas, je ne connais pas. Karim et misère. Djibrila, je ne connais pas non plus. Oui. Là, c'est tout des noms. Kinda non plus, ça ne me dit rien. Vous, ça vous voulez allumer votre micro et nous dire d'où vous êtes? Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, c'est Mohamed Berada. Oui, Je suis professeur de mathématiques et informatique à la faculté de médecine de Tanger. Ah, Tanger, très bien, Tanger, ouais. ben parfait. écoutez, parce que vous êtes à Tanger, j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour vous. Et puis, c'est triste de voir ce qui est arrivé, hein, mais ça montre Oui, aussi que oui. Ouais, même, merci. même dans les zones qu'on croit, comment je peux dire, donc, protégées, avec Ouais, les dérèglements climatiques et tout ça, il faut s'attendre à tout maintenant, hein. Et je C'est pense que Le Maroc malheureusement, n'a jamais été très protégé. Il y a Agadir, on a un souvenir d'Agadir déjà. Hein. ah exactement, oui, OK. exactement. Ouais, Les années mais, 60, oui, oui. ouais, mais À le l'occasion centre, c'est aussi, plus. en C'est- 2004, il y avait aussi un autre séisme en 2004. Ah oui. ah, Oui. En On tout n'est pas cas, en tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir un professeur d'informatique qui va être intéressé certainement par cet exposé. merci, merci. Monsieur ou Madame Kinda, Allô, oui, je suis oui, Monsieur Kinda, oui, René. Je suis médecin spécialisé en épidémiologie au oui, Burkina Faso, au à l'Institut Burkina. national de santé publique. Parfait, très bien. Bienvenue. bienvenue. Vous êtes dans la Merci. capitale, j'imagine. Vous êtes à Ouaga. Oui, OK. Parfait, très bien. Monsieur Karim, Y. Karim, voulez-vous vous Karim présenter, Djibrila. s'il vous plaît?
Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Moi, c'est Djibrila Karim Youssao. Je suis doctorant en sociologie du développement à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ah, Bénin, d'accord. parfait. J'ai toujours suivi les conférences de Grisov et voilà. Ah Ben oui, oui, écoutez, on a déjà et- vu votre nom, oui. oui, Il effectivement, y a je me quelqu'un qui vient ça va d'arriver bien. maintenant aussi. Oui, il y a monsieur, ben là, excusez, mais ce sont. Ah, il vient de repartir. C'était une série de chiffres, mais il vient de repartir. Hmm. Ah, il vient de revenir. Attends un peu, je vais l'admettre. Je vais essayer de surveiller le chat aussi, Étienne, durant le. Oui, Juste une question comme ça, Madame le marié. J'imagine que vos questions sont en ordre de. Comme moi, est-ce que je prends une question au hasard ou c'est mieux que j'aille avec la deuxième, etc.? Je pense que c'est plus facile à suivre, enfin, si on prend dans OK, l'ordre, mais après, enfin, si on se trompe un petit peu en mélange, je saurais OK, reprendre. Enfin, ça me... d'accord. Il n'y a pas de... Parfait. pas de souci. Ou si on veut en sauter une, hein, puisqu'on n'a plus le temps, D'accord. c'est aussi, ça, c'est... OK. DI, Prends les Monsieur, questions du public, monsieur hein, on va ouvrir. DI Pado 1795. ouais, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ouvrez votre micro est fermé. Ouvrez votre micro. Monsieur Despado, 1795. On se croirait dans un Star Wars quand on dit ça. Eh oui. Bon, mais écoutez, peut-être que plus tard, On espère simplement qu'il nous entend. ouais, Et c'est s'il est ça. connecté, il va nous entendre. Alors, la Ouais, son discussion, micro est fermé. il y a deux afficher les aperçus de discussion. Qu'est-ce qu'il y a? On donne encore 4 minutes, Étienne? Oui, et puis on va démarrer. Tu vas pouvoir, Yves, tu vas pouvoir déclencher Oh, je vais l'enregistrement, déclencher hein. l'enregistrement. Est-ce que tu OK? veux à la fin, Étienne, présenter les nouvelles conférences? Parce que moi, j'ai Oui, mon petit écran, puis OK. je ne peux pas avoir beaucoup de fenêtres ouvertes en Euh, même temps. Yves, il y a deux personnes qui veulent discuter, mais je n'arrive pas à ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Non, moi, j'ai rien dans le chat. Ah bon, d'accord. Non, j'ai rien dans le chat. OK. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous êtes une globe trotteuse. Votre micro est fermé, Vanessa. Oui, oui. Oui, oui, non, mais en fait, on est une famille et puis aussi au travail, enfin, qui aime bien voyager. Et nous sommes dispersés. Maintenant, on dit en anglais work from anywhere, hein. Yeah, exactly. Donc, fondé en Allemagne, maintenant, on a des employés qui sont dans, je pense, une cinquantaine de pays différents. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est vous qui êtes qui gérez tout ça? Au mieux, mais, mais avec, bah, avec une belle équipe, hein. Donc, voilà, mais en fait, oui, le travail de COO, c'est quand même de gérer les opérations, hein. C'est D'accord. être sûr que tout le monde sait ce que elle doit faire, a les outils pour que tout cela est dans le bon but, documenter. Enfin, Et puis, 50, accessoirement aussi, qu'on est soutenable, hein, c'est-à-dire qu'avec tout cela, on fait un bon produit, mais un produit aussi qui arrive à vivre tout seul, hein. Donc, il y a aussi une obligation commerciale, hein, tout de même, hein, Oui, de tout à fait. s'assurer que ben, on se fait payer pour pouvoir en fait reconstruire encore mieux un produit, hein. Yves, on va démarrer, mais je voulais simplement te dire que je t'ai envoyé il y a une demi-heure le compte-rendu d'un colloque auquel j'ai assisté hier et Oui, je l'ai aujourd'hui. vu. J'ai vu ton courriel, Étienne. Je l'ai Très reçu avec intéressant. le drapeau, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Oui, oui, très intéressant. Tu verras ça. OK. En passant, avant de commencer, je vais écrire le courriel pour Issan tantôt, après la D'accord. réunion. OK. Bon, mais écoutez, 10h09, j'attends une minute et puis je déclenche l'enregistrement quand j'aurai le. Ah, je vais lever le pouce comme ça, Étienne, et puis tu pourras Oui, parler. oui, attends, je te vois plus là. Tu peux lever le pouce, mais je te vois plus.
Ah ben là, Ah voilà, ça y est. encore 30 secondes. Vingt. Quinze. Non, c'est comme une fusée, hein. Et, Ah ben oui, oui, c'est ça. je disais. Allez, mon ami, ça va être parti. On y va. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié, faculté de médecine de Tours, et avec Yves Tremblay, président du GRISOF, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première conférence d'actualité de cette nouvelle année universitaire 2023-2024. On vous communiquera tout à l'heure le programme des prochaines conférences, mais déjà, nous voulons accueillir aujourd'hui Vanessa Lemarié qui va nous parler d'intelligence artificielle et diagnostic entre mythe et réalité. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment et Vanessa est Chief Operating Officer, je ne sais pas comment on va traduire, mais elle nous le dira, et responsable de client d'une société basée à Berlin qui s'appelle Ada Health, qui est implantée dans une cinquantaine de pays, start-up donc basée à Londres et Berlin, et dont l'objectif consiste à établir un nouveau standard dans le secteur de la santé. C'est un guide de santé personnelle qui combine une intelligence artificielle avec l'expertise de médecins, et vous comprendrez que c'est certainement extrêmement utile, non seulement dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud, puisque nous avons un point commun, c'est de manquer de médecins aussi bien au Nord qu'au Sud. Donc, nous sommes très intéressés par ce système, Ada Health, que va nous présenter Vanessa. Bien, bonjour. Bonjour à Merci. tous, Bonjour. à nouveau. Bonjour Bonjour, Vanessa. Étienne. Tout le monde. Oui, Yves, je te laisse poser la première question parce qu'on va faire sous forme de questions-réponses, donc n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Exactement. Donc, je pense que peut-être d'emblée, la première question, ça serait de demander à Vanessa, même si certains sont peut-être familiers, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ce qu'est Ada Health en quelques mots? Bien sûr, bien sûr. Et merci pour l'invitation et très heureux d'être parmi vous. Parce que c'est important pour moi, j'aimerais quand même que le nom est trompeur. Enfin, j'ai un nom de famille français, je suis d'origine allemande, donc ceci explique l'accent et peut-être aussi le fait que j'ai pas toujours en fait les mots parfaits ou la grammaire parfaite, vous m'en excuserez d'avance. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou j'utilise trop d'anglicisme, n'hésitez pas à interrompre et je corrigerai ou expliquerai. Je vais mettre dans le chat aussi, pour tous ceux qui s'y intéressent, l'adresse web Dada Health, pour tous ceux qui veulent peut-être regarder pendant ou après la conférence, un petit peu plus d'informations sur l'entreprise, puisque pour reprendre votre question, Yves, c'est une entreprise, donc comme disait Étienne déjà en intro, start-up, oui, mais enfin une grande start-up quand même, parce qu'on est au-delà de 250 employés tout de même. Donc, je dirais quasiment entreprise fondée en Allemagne, mais maintenant active à peu près dans le monde entier, et qui était fondée par des médecins et des scientifiques à la base pour créer un outil qui se sert du numérique et plus particulièrement de l'intelligence artificielle pour faciliter le pré-diagnostic et diagnostic des médecins, surtout pour les maladies plus compliquées à diagnostiquer, voire les maladies orphelines. Puisque l'hypothèse était qu'en se servant des moyens numériques intelligentes, qu'on pourrait faire sens de plus d'informations en peu de temps qu'une intelligence humaine pour assister à l'intelligence humaine, le médecin, après à poser le bon diagnostic plus rapidement.
Et en fait, ces fondateurs et leurs équipes, ils ont travaillé à peaufiner l'outil pendant à peu près 8 ans, quand même en collaboration avec des universités et institutions, surtout en Allemagne. Mais ont décidé en 2016 de mettre la même technologie en fait en accès libre via une application qui a une interface chatbot pour interroger en fait la base de données et l'intelligence artificielle derrière par une donc, interface chatbot. Et maintenant, en fait, c'est quelque chose qu'on peut télécharger sous le nom Data Health. C'est donc aussi le produit, l'application, dans les App Store à peu près du monde entier. Et en fait, l'application, elle existe en 11 langues. Il y a eu des milliers de téléchargements au jour d'aujourd'hui. On a maintenant à peu près 15 millions d'utilisateurs qui ont fait plus de 35 millions d'assessments médicaux. Et on a la même technologie qu'on a aussi, ou qu'on met aussi à disposition des organismes comme des hôpitaux, mais aussi en fait des gouvernements, des industries, des laboratoires d'industrie pharmaceutique pour intégrer dans leurs outils numériques également. Et par cette voie, il y a maintenant encore une bonne 50 millions d'utilisateurs dans le monde qui ont accès en fait à la technologie ADA, mais dans un environnement tiers, comme par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier, ça Tremblay, mais en fait la province d'Ontario au Canada a aussi un portail digital numérique et en fait l'assessment symptômes, c'est ADA qui le fournit en fait à toute la province. Donc ça c'est juste un exemple. Très bien. Et Oui, la première question qu'on peut se poser, Vanessa, c'est la suivante. On se demande toujours d'où viennent les données. On se pose la question pour ChatGPT. C'est très bien de fournir des données, du texte, etc. Et en l'occurrence, il y a des données médicales, mais d'où proviennent les données? Est-ce que c'est parfaitement, j'oserais dire, parfaitement clair, ou est-ce que c'est une compilation de ce qui circule, en quelque sorte? Non, c'est une très bonne question. Il faut bien différencier. Moi, je vais reprendre d'où proviennent les données qu'on utilise pour l'application ADA, ce qui n'est pas forcément la même chose que pour ChatGPT Bien et sûr, d'autres applications sur le marché, soyons clairs. on parle d'AIDA. Puisque justement, en fait, c'est quelque chose auquel nous, on a toujours fait et on va toujours faire très attention, c'est que les données qu'on prend sont des données très validées, curées. Donc, déjà, en fait, il y a une connaissance médicale que vous connaissez d'ailleurs beaucoup mieux que moi, que nous, qui est dans tout ce qui sont les livres de médecine, mais aussi des publications, des présentations sur les congrès, enfin tout ce qui est accessible soit au public médecin et travailleurs de santé, et on s'en sert. On s'en sert et par, en fait, nos médecins aidants. Il y a plus que 50% de nos employés qui sont médecins et qui ont pour but, en fait, de recueillir toutes ces informations, de les comprendre, de les traduire aussi en numérique, hein, puisqu'on a une langue de programmation qui est propre à AIDA pour transmettre ça dans la base de données médicales, qui est donc une expression numérique de tout ce qu'on peut déjà trouver en numérisé, mais aussi en papier. Et puis après, en fait, à mettre toutes ces informations en relation par les algorithmes. Donc ça, c'est la partie intelligence artificielle. Pour revenir aux données, donc tout ce qui est disponible, ça, c'est peut-être encore simple. C'est quand même un énorme travail, en fait, de recueillir tout ça et en continu. Et sur à peu près toutes les maladies qui existent et qui sont connues. En fait, c'est colossal comme vision. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2019. Elle existait déjà depuis 8 ans. Ça me fascine toujours que pendant 8 ans, en fait, il y a déjà des gens qui ont fait plus ou moins que ça, en fait, recueillir toutes ces informations et parler avec tout le monde dans la communauté pour en faire du sens. Et continuer à faire ça. On travaille beaucoup avec les entreprises pharmaceutiques, puisque eux, ils disposent de beaucoup d'informations sur les conditions, les traitements aussi, mais aussi sur les conditions, et c'est pas forcément que public ou pas accessible au grand public. Donc, il y a les collaborations de santé avec normalement des départements de recherche médicale et affaires médicales au sein de ces laboratoires pour qu'on puisse intégrer
en fait, leurs connaissances aussi dans la base de données et le raisonnement data. Et il y a des collaborations avec des institutions plus académiques de recherche, hein, que ce soit des universités, des hôpitaux d'université, des institutions de recherche, où on fait tout à fait la même chose, hein, et sur des informations dont nous disposons déjà, parce que on travaille ensemble pour s'assurer de la pertinence médicale, hein, du travail, hein, data, pour développer et tester les cas qu'on appelle des cas vignettes sur lesquels nous testons la pertinence en fait du pré-diagnostic, hein, mais aussi pour, par exemple, peaufiner un diagnostic différentiel avec des connaissances dont on ne disposait pas forcément. Donc voilà, je dirais les 3 sources classiques, hein, D'accord. d'informations, et puis après on ajoute à tout ça tout ce qui circule, mais on s'en sert guère et nettement moins que la plupart, je dirais, d'autres applications, surtout ChatGPT. Donc nous, on ne fait pas recours à ce qui circule en forum, etc. Par contre, on fait énormément de recherches utilisateurs. Donc ça, c'est la 4e et aussi importante source de données, avec des médecins, mais surtout avec des utilisateurs. Je les appelle utilisateurs, pas patients, parce qu'ils ne sont pas forcément malades et ou déjà diagnostiqués. Et c'est quand ce que eux, ils expérimentent les diagnostics qu'ils ont déjà, mais surtout à comment ils ressentent et expriment les symptômes, pour s'assurer que AIDA n'est pas seulement pertinent au niveau médical, mais aussi bien utilisable, hein, et un peu un pont entre les gens qui ne sont pas médecins et les médecins après qui font le diagnostic et qui prennent en charge en fait ces gens-là par la suite. Yves. Merci pour ces explications-là. Je voudrais juste poser une question avant d'aller sur un autre point. Quand vous dites que ADA utilise la perception, j'ai de la misère un peu à comprendre, là. Je saisis mal qu'est-ce que vous voulez dire. Comment un algorithme peut-il utiliser la perception de quelqu'un, parce qu'il fonctionne par des mots-clés, j'imagine? Il fonctionne aussi par les mots-clés. Et en fait, c'est dommage que je n'ai pas la démonstration là tout de suite, mais pour vous expliquer, par exemple, on peut exprimer un mot de ventre, hein, avec des mots tout à fait différents. On peut dire, en anglais, c'est plus facile pour moi, vous m'excuserez, mais stomach ache, tummy ache, pain in the middle. Donc, en fait, on essaie déjà de comprendre en fait ce que l'utilisateur nous dit, et puis après de dire, est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Okay. Ou de montrer avec une image disant, est-ce que vous avez une douleur à ce niveau-là, en fait, du corps? Donc ça, c'est un exemple où on fait de la recherche pour peaufiner en fait la compréhension du système de ce que nous dit l'utilisateur, parce qu'eux, ils ne sont pas tous et toutes pareils. Et puis un autre exemple, ça pourrait être... je vais dire peut-être un cas un peu extrême. Enfin, on a beaucoup de gens en fait qui font des assessments avec AIDA, soit parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin, soit parce qu'ils n'osent pas aller voir un médecin. Dans le cadre, peut-être des problèmes psychologiques, alimentaires. Donc là, il faut bien pouvoir différencier. Est-ce que quelqu'un en fait donne un symptôme, je parle aux esprits, hein, qui est un symptôme ou qui serait classifié comme un symptôme en fait, médical dans une certaine culture, mais non pas dans une autre. Et en fait, pour ça, on fait des adaptations basées sur des recherches et en collaboration avec des utilisateurs, des médecins, des psychologues, des sociologues, hein, sur la recherche, qui peut aussi donner, par exemple, sur sur un cas qui serait sinon pareil, en fait, un diagnostic un peu différent ou plus différencié selon l'épidémiologie, la localisation, en fait, le fait comment en fait c'est exprimé. OK. En fait, vous avez répondu à une partie de ma question parce que je m'en allais vers si vous ne pourriez pas nous donner des exemples concrets. Donc, vous venez d'en donner. Je vais essayer d'aller sur l'inverse maintenant. Qu'est-ce que l'IA ne peut pas remplacer là-dedans? Pour reprendre la question, juste pour voir si j'ai bien compris, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un médecin? C'est ça la question? À quelque part, est-ce que vous iriez jusque-là?
Non, non. Moi, je n'y crois pas, enfin, n'y croyons pas que l'intelligence artificielle peut remplacer un médecin, mais après, ça amène sur une autre question. Qu'est-ce que ça représente le médecin? Et enfin, quel est en fait le pouvoir, la responsabilité aussi du médecin? Donc, première chose, et je pense que je vais essayer de répondre à votre question aussi, monsieur ou madame Kinda, en même temps, établir un diagnostic, hein, AIDA ne le fait pas. Et d'ailleurs, on prend très grand soin à avertir et les utilisateurs et tout autre receveur d'informations d'AIDA de clarifier que tout ce qu'on donne ne représente pas un diagnostic. Hein. Il y a une raison légale pour cela, hein, c'est les médecins qui posent les diagnostics, mais il y a aussi une raison plus importante, peut-être encore, qui est un diagnostic, ça doit prendre en compte tout, hein, le patient. On peut aller très loin avec juste la symptomatologie, d'autres informations sur hein, l'utilisateur, hein, la personne partage, que ça soit enfin, l'âge, le sexe, les antécédents médicaux, enfin, en fait, des maladies déjà établies, etc., des facteurs de risque. On peut aller très, très loin et être assez pertinent dans le pré-diagnostic, mais on ne va jamais pouvoir, en fait, remplacer le fait de voir une personne en interaction en face-face. On peut prendre en compte d'autres facteurs comme par exemple des données de laboratoire. On peut les intégrer dans les données. Ce n'est pas dans l'application qui est dans les App Store, mais dans certaines expressions avec des partenaires, on a des intégrations de paramètres de laboratoire, des tests. Et donc, après, ça peaufine. Mais c'est toujours pas la même chose que vraiment un diagnostic approfondi dont on ferait part à quelqu'un qui se présente à un hôpital qui dispose de tous ces éléments et le savoir-faire des médecins et les outils. Nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que tous ceux qui ne devraient pas s'y présenter en première place, qui n'ont pas besoin de voir un médecin ou d'aller à l'hôpital et ou en urgence, c'est un grand problème hein, quand même, qu'il y ait des gens qui se présentent en urgence qui n'ont vraiment pas besoin d'y aller. Enfin, ça, on peut faire un triage hein, en amont et puis après, tous ceux qui ont vraiment besoin qu'ils soient vus rapidement et ou par un médecin plus spécialisé qu'on les oriente sur le bon parcours de soins. Donc, je dirais que c'est là la force. Et puis après, on peut aller de plus en plus loin, d'être de plus en plus pertinent dans le pré-diagnostic. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je ne vois pas encore d'expression en fait d'un système quelconque qui peut remplacer le tout. En fait, avant Oui. de passer la parole à Étienne, si je résume un petit peu ce que vous venez de dire, ADA ce n'est pas un outil de découverte, c'est un outil qui va soutenir le professionnel de la santé dans sa recherche d'un diagnostic, ben, que ce soit le professionnel de la santé, que ce soit une personne du grand public, un prestataire de soins, etc. Donc, il va être capable d'interroger la base de données, donner des mots-clés et à partir de là, en sortir une information qui va lui servir à interpréter, à diagnostiquer, etc. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, du point de vue du médecin, donc du receveur des informations et du patient qui lui est amené. Mais je pense que ce qui est, vous me permettrez, hein, je ne suis pas médecin, donc j'ose en fait prendre l'autre position. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est donner l'indication à l'utilisateur, à patient de ce qu'il faut faire avant même de voir un médecin. D'accord. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui n'ont pas accès. Il n'y en a pas assez de médecins et où ils ne sont pas au bon endroit. Et donc là, AIDA peut vraiment faire une différence basée sur en fait une qualité hein, médicale quand même de donner le bon conseil hein, de ce qu'il faut faire hein, dans des conditions plus difficiles. Hein, ou d'orienter vers après une aide qui peut être une aide personnelle en fait d'un médecin par la suite, mais qui peut aussi être autre chose. Hein. Enfin, il y a des médicaments qui sont livrés par drone, etc. Enfin, il y a toutes ces possibilités d'intégrer d'autres, je dirais, prochains pas à l'évaluation de santé. Étienne? Oui, je voudrais revenir un instant sur une comparaison avec ChatGPT. ChatGPT a montré récemment deux choses. Il y a eu deux publications. La première,
il a été démontré que ChatGPT est capable de passer l'examen nord-américain de pratique. Je ne sais plus le terme exact, mais il a été reçu à cet examen de pratique. Et la deuxième chose, il y a une publication également dans Annals of Internal Medicine qui a montré que l'empathie de ChatGPT était supérieure à celle d'un médecin. C'était un peu provocateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ada a les mêmes qualités? On peut passer un examen en allant sur Ada? Euh, on ne l'a pas fait, donc il faudrait le prouver. Je vais vous donner l'hypothèse. D'accord. Mais je suis convaincue que oui, puisque on a déjà requis en fait toutes ces informations disponibles et plus, parce que pas facilement disponibles et les a mis en relation, on a déjà prouvé que sur des cas cliniques anonymisés, y inclus assez compliqués, ADA, si on faisait du diagnostic, on saurait faire un diagnostic avec une pertinence assez élevée. Donc, je pense que oui. Après, est-ce que c'est ça le benchmark? Est-ce que c'est ça le seuil, en fait, de passer cet examen médical? C'est une autre question, mais en C'est fait, une autre. passer les examens médicaux, oui. Ça permet de situer le niveau tout de même de performance. C'est ça. C'est pas histoire de passer des examens, mais c'est le niveau de performance. Oui. Oui. Et puis, enfin, je vais mettre, en fait, je vais vous faire part des références après si ça intéresse en fait le public de lire ces publications. Mais un exemple concret, c'est que on a beaucoup travaillé sur la rhumatologie. Et c'était une étude non financée, non faite par EDA, c'était une étude indépendante qui a comparé et donc le prédiagnostic d'AIDA d'un autre outil et en fait des rhumatologues. Et ce qui était marrant, c'était aussi que les rhumatologues étaient triés euh, par, euh, par nombre d'années en profession, en pratique. Et on a performé en part, voire au-delà avec les rhumatologues, mais il y a une grande différence entre cas plus faciles et cas plus compliqués. Je pense que c'est là où se joue aussi la promesse en fait de ces outils-là. C'est que j'ai beaucoup travaillé en maladie orpheline et je suis très impressionnée et vraiment très sincèrement en fait par les gens qui ont toutes ces informations en fait sur une maladie orpheline de diagnostic différentiel en tech qui l'appliquent en pratique. Mais c'est presque surhumain en fait de pouvoir faire tout cela et de mettre toutes ces informations en relation pour des cas qui sont finalement très très rares et de se faire aider par une intelligence artificielle qui est capable de toujours et à tout moment, en fait, tout mettre en relation, ça peut vraiment beaucoup aider. Et ça, en rhumatologie, maladie orpheline, on a démontré que, et c'était des cas, en fait, longitudinaux sur une durée de 16 ans, en fait, on aurait, en moyenne, hein, mais on aurait pu poser le bon diagnostic au bout de, en moyenne, 3 consultations, au-delà, comparé à 17 consultations qu'ont eu en fait ces patients en moyenne. Donc en fait c'est une possibilité énorme pour les patients, mais c'est aussi après une possibilité Vous l'avez dans publié un cette système de étude? santé. Vous l'avez publié cette étude? Oui, 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 c'est intéressant. elle est publiée et en fait je vous donnerai les références après si vous D'accord. voulez en faire On les part. mettra, oui. On On les les mettra mettra sur le sur le site. site. Yves. Oui, j'ai une question assez pratique. Vous l'avez un petit peu abordé tantôt. La spécialisation de ADA, c'est dans le secteur des maladies orphelines. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous êtes moins bon? Oui, absolument. Et je dirais pas que la spécialisation est dans les maladies orphelines, c'est notre origine en fait. C'était à la base, c'était conçu à ça. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait beaucoup et a continué à faire beaucoup de travail dans ce secteur. Mais EDA est aussi très très bon à diagnostiquer, je dirais en fait des maladies très fréquentes. Hein. Enfin en fait le diagnostic le plus fréquent qui donnait, c'est quand même en fait c'est un rhume, c'est un état grippal, ça peut être des troubles liés à en fait une menstruation, enfin parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs femmes, donc il y a beaucoup en fait aussi de ça, mais aussi endométriose, c'est sévèrement sous-diagnostiqué et
que nous on donne. Et d'ailleurs, ce qu'il faudrait peut-être aussi comprendre, c'est que AIDA ne donne pas ou pas forcément un pré-diagnostic. AIDA donne une liste, en fait, de conditions probables par rapport à la présentation patient. Et en fait, ces conditions sont priorisées en ordre justement de probabilité. Parce que justement, on ne peut pas toujours dire c'est ça et rien d'autre. Donc, en fait, on donne quand même le tout, mais avec une explication de probabilité et aussi du raisonnement derrière. Pourquoi est-ce qu'AIDA dit ça? Important pour le patient, mais aussi pour un médecin qui reçoit peut-être ce patient. Pour répondre à votre question, il y a sûrement en fait du travail à faire dans d'autres domaines. Mais je dirais, il n'y a pas un où on dit on connaît rien du tout. C'est plus quel seuil de confiance est-ce que nous avons de pouvoir diagnostiquer avec pertinence une maladie. Et là, c'est moins dans un secteur ou un type de maladie, c'est plus sur la complexité de la maladie. Évidemment, enfin, quelque chose qui partage en fait des symptômes avec beaucoup d'autres maladies et qui est vraiment diagnosticable que par un examen, et peut-être un examen physique ou approfondi, là, il va être nettement moins bon que sur un diagnostic que finalement le médecin fait aussi basé sur la symptomatologie et le rapport patient. Donc, c'est plutôt ça, la différenciation. Mais en fait, avant de repasser la parole à Étienne, en fait, la limite, c'est dans la complexité, vous l'avez dit, mais c'est aussi dans l'info disponible. C'est-à-dire que comme vous colligez les données à partir de la littérature, à partir de toutes sortes de moyens, ben, votre capacité à répondre dépend de ce qui est dans votre base de données. Dans la base de données et de ce que partage le patient aussi. Oui, effectivement. En plus. On est quand même dépendant aussi sur cette interaction et sur l'exactitude aussi et la sincérité de ce que partage le patient. Mais je pense qu'une force, en fait, et d'ailleurs d'autres outils numériques aussi, c'est que les patients se sentent libres de partager des informations qu'ils auraient peut-être plus de mal à partager avec une personne. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on voit énormément en fait d'interrogations du domaine justement des maladies mentales, des maladies sexuellement transmissibles, maladies infectieuses, enfin tout en fait ces diagnostics qui sont peut-être liés avec une certaine peur, un stigma, enfin un manque de moyens de s'exprimer en confiance et librement, ou peut-être en confiance, mais pas avec le temps qu'un outil comme AIDA peut accorder pour faire une question-réponse comme vous le ferez si vous aurez tout le temps du monde pour parler avec tous les patients. Voilà. Tout à fait. Étienne? Oui, d'abord, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la poser en cours de route parce que vous voyez que c'est un dialogue au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à la poser. Moi, je surveille le chat et puis à l'heure actuelle. Alors, je vois que dans nos auditeurs, il y a Louis-Philippe Boulet. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Louis-Philippe Boulet est président du GINA, l'Alliance pour la prise en charge de l'asthme. Alors, prenons l'asthme, puisque vous vouliez des cas concrets, Vanessa. Vos données concernant l'asthme remontent à quand? D'où est-ce qu'on tient les données? Non, je veux dire, il y a une mise à jour des données concernant la prise en charge de l'asthme. Il y a une mise à jour qui est annuelle, peut-être pas, Louis-Philippe, j'y vais peut-être un peu vite, mais enfin, c'est mis à jour tous les combien, Louis-Philippe? C'est mis à jour chaque année. Il y a deux réunions par année ou 6 mois, mais on collige la littérature et on la rapporte une fois par année. C'est rapporté une fois par année. Donc, est-ce que vous êtes à jour concernant vos données concernant l'asthme? Je vais vous dire, sans que j'ai vérifié particulièrement ce cas-là, mais je vais vous dire que oui, puisque nous avons, et en maladie respiratoire, j'en suis sûre, on a des médecins pneumologues spécialisés et en interne chez AIDA et à l'extérieur. C'est bien. Et
Quoique, c'est peut-être pas toujours en temps réel. Il faut que les données soient publiées, que nous, on puisse les lire et en fait les Ah oui, transmettre dans la base de bien données. entendu, Normalement, publié, mais on fait un publié. screening. Et ce qui est peut-être important, c'est qu'il y a une mise à jour du système toutes les 2 semaines. Donc, en fait, toutes les 2 semaines, en fait, tout ce qui est de nouveau validé, puisqu'on ne donne rien au public qui n'est pas validé par 3 passages de validation en interne et avec des tests en amont, mais après est released, on dit en anglais, qui est relâché dans le logiciel même. Donc, c'est quand même, je dirais, le plus à jour qu'on peut être, sans que ce soit en temps réel complètement, parce qu'il faut aussi digérer ces informations. Ça Yves. m'amène à... Oui, Étienne, tu peux y aller Non, si non, tu non, veux. non, vas-y, vas-y. En fait, ce que vous venez de dire, ça m'amène à une autre question qui est en relation avec la science ouverte et l'utilisation des plateformes de publication, etc. Comment vous faites le tri du vrai, du faux, du moyennement vrai et du moyennement faux? Comment vous Une bonne triez ça? question. Oui. Honnêtement, je vais probablement pouvoir vous reprendre relativement superficiellement parce que comme moi, je ne suis pas le médecin qui le fait en interne, en fait, eux, ils pourraient donner une meilleure réponse, mais en gros, comme vous. Donc, c'est quand même nos médecins en interne qui se chargent de non seulement trouver, mais aussi après classifier ces informations. Donc, il y a déjà en fait la connaissance et en fait l'approche scientifique. En fait, des médecins, après, il y a une classification des informations aussi. Enfin, on a gold standard, silver standard, bronze standard d'informations et en fait, il y a une décision qui peut être différente par rapport à ce qu'on inclut et avec quelle force. Parce que il peut y avoir en fait des preuves plus fortes qui sont indicateurs en fait à ce moment-là en fait une certaine maladie et moins indicateurs, mais on les prend quand même en compte. Mais après, à partir de ce moment-là, on sera moins confiant sur le pré-diagnostic. Et c'est ce qu'on va aussi dire. Enfin, en fait, la probabilité que ce soit là va être moins faible et indiquée moins faible que basée sur en fait des données qui sont plus fortes. Puis après, beaucoup de contrôle avec nos cas internes, mais aussi avec des cas externes. En fait, des vignettes, testing par les vignettes réguliers. Et beaucoup de feedback aussi d'utilisateurs. Enfin, finalement, on sous-estime, mais il y a surtout énormément d'utilisateurs patients et aussi des médecins qui nous écrivent, qui nous appellent, qui nous disent, voilà, enfin, j'ai fait un essai d'EDA, j'ai trouvé que là, c'était la bonne, là, c'était pas la bonne question, il y a une autre donnée. Et puis, tout cela, en fait, finalement, ça aboutit aussi après classification dans le système et c'est souvent des informations utilisateurs qui s'avèrent très, très pertinents aussi pour peaufiner après, en fait, l'algorithme, le modèle derrière. Donc, finalement, je ne l'ai pas fait, mais je vais tenter de l'expérience probablement. Si j'allais sur votre système et puis que je tapais, par exemple, COVID et puis hydroxychloroquine, Adam me dirait de ne pas l'utiliser. Oui, enfin, en fait, tout ce qui est interaction médicamenteuse et interdiction, en fait, utilisation, normalement, oui. Par contre, et ça, c'est vraiment un domaine d'amélioration nécessaire, en fait, de l'outil. On n'a pas en large, en fait, toutes ces données médicamenteuses qui sont intégrées. Nous, on est vraiment basé sur le profil patient et la symptomatologie quelques médicaments clés, mais là où vraiment, en fait, il y a des maladies, et ça revient peut-être à votre question d'avant, qui sont induits par les médicaments ou une interaction médicamenteuse et doivent être moins bonne. Mais une situation comme celle que nous avons vécue depuis 2020 avec la COVID, où on a assisté à comment je dirais, une explosion de la littérature scientifique, puis à une surexplosion des papiers publiés dans des revues prédatrices sur des plateformes, etc. Le tri le travail pour vous autres de trier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, ça a dû être énorme.
C'est énorme. Et d'ailleurs, je pense que c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que justement, en fait, on a besoin de tous ces médecins. Je suis un peu provocatrice là, hein, mais on a besoin de tous ces médecins chez nous pour pouvoir faire un bon travail. Ce qui veut dire que par rapport à la rentabilité de vraiment, en fait, faire un scaling de l'outil, on est un peu bloqué, hein. Et c'est là où, je vais appréhender une autre question qu'on pourrait poser par la suite, hein, c'est là où un outil comme ChatGPT ou autre, hein, peut en fait aider en interne, c'est de faire un premier tri, une synthèse d'informations, mais, et c'est là où on ne va jamais en fait faire des compromis, toujours avec un contrôle humain derrière, parce que le problème de ces outils, justement, c'est en anglais, c'est garbage in, garbage out. Il y a énormément de fausses données ou de données peu fiables, hein, qui sont traitées au même titre que des données des revues peer-reviewed scientific journals et nous, on ne l'approche pas de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très vigilant d'utiliser ces outils-là, de les intégrer, mais on commence à explorer de manière plus contrôlée. Est-ce que, par exemple, en faisant des synthèses d'informations, donc c'est vraiment plutôt un travail un peu bête, mais un travail qui prend beaucoup de temps et qui prend du temps qu'on pourrait utiliser différemment, en fait, nos médecins à nous, en interne, est-ce qu'on peut servir, en fait, ces outils plutôt à ces buts-là? Oui. OK. J'ai une question dans le chat, Étienne, si tu permets. Ça vient Oui, de oui, vas-y. Simon Ategbo, notre ami de Libreville au Gabon. La question est celle-ci. Y a-t-il une méthode pour explorer la rentabilité de cet outil par rapport à la réalité? Autrement dit, on l'a un petit peu abordé tantôt. Quels sont les domaines où les diagnostics sont les plus vraisemblables? Je vais répondre en deux parties parce que je pense que les deux questions sont liées mais aussi un peu séparées. Donc, plusieurs méthodes pour explorer l'utilité, hein, et la rentabilité de l'outil. Et c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on veut prouver, hein, à la base. Donc, ce qu'on a regardé, pas que nous, mais ce qu'on a regardé, c'est par exemple, est-ce que Ada est capable d'être aussi pertinent ou plus pertinent que quelqu'un qui fait un triage, un pré-triage, hein, avant un diagnostic. Ça peut être un professionnel de santé, une infirmière, quelqu'un qui fait un pré-triage soit en face à face, soit au téléphone, hein. C'est souvent en fait des call centers où il y a un triage dans les queues d'urgence pour après être vu par quelqu'un. Et on a fait ça dans plusieurs domaines, hein. Donc primary care, specialty care, et dans différents pays aussi, puisqu'il y a des différences entre, on a vu l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, le Canada. Donc, je vais résumer, c'est que Ada est tout aussi capable de faire un pré-diagnostic, un pré-triage, et puis de donner un niveau d'urgence d'être vu et par qui. Et donc, si après, pour revenir à votre question, on regarde plutôt le côté économique des choses, un peu différent aussi selon le système, mais disons que dans un pays et avec un certain système, en fait, ce triage, ça coûte 50 € par personne, le coût incrémental, en fait, d'un prédiagnostic par Ada est minime. Donc, après, ça laisse soupçonner un système de santé aux US comme Sutter qui, eux, ont fait une analyse sur 100 000 en fait, prédiagnostics posés par Ada et qui ont vu qu'il y a 50% de ces prédiagnostics sont faits en dehors des heures de réception et que plus que 50%, c'est des cas qui ont en fait indiqué que ce n'est pas nécessaire justement de se présenter aux urgences, hein, mais il y a une autre partie où en fait il y a un pré-diagnostic pour le médecin urgentiste qui reçoit et qui a déjà, puisque le patient le partage à la fin du diagnostic, en fait toutes les informations quand le patient arrive, hein. Et bien là, en fait, il y a quand même des sacrées économies parce que surtout en période de pointe, vous avez mentionné pour ce tremblement de Covid, ils ont ajouté en fait une capacité très importante
dans un cadre où il y avait beaucoup de besoins, en fait, des utilisateurs d'être rassurés, vus, etc., mais pas plus de médecins, hein, plutôt moins. Donc, on peut répliquer ça à un système de santé. La province d'Ontario le fait large. Maintenant, c'est digital first, hein. C'est tout le monde est encouragé de faire un pré-diagnostic avant d'être orienté vers un call center ou un système de soins dans la vicinité. Un autre des maladies orphelines que j'ai cité avant, en fait, on a fait une étude pharmacoéconomique sur en fait cette étude-là et on aurait pu, si on répliquerait ça, on aurait pu diagnostiquer tous ces patients à 25% des coûts qui ont été dépensés en fait sur ces 96 cas, 25%. Avec en plus un diagnostic qui aurait été posé beaucoup plus rapidement. Donc après, à l'échelle, hein, c'est intéressant, mais après, mettre tout cela en relation, les cas sont quand même très, très différents. C'est difficile, hein, mais de manière générale, enfin, du moment où la qualité médicale hein, et le filtre qui est appliqué pour choisir le système, je pense qu'il y a d'énormes économies dans un système de santé qui, même enfin, chez nous, hein, que ce soit la France, en Allemagne, mais dépense beaucoup trop Oui, d'argent. tout à fait. Euh, Étienne? oui, vous avez dit que vous étiez implanté dans une cinquantaine de pays, c'est bien ça? Nos employés, oui, mais en ce qui concerne notre produit, il est accessible dans les App Store. Je pense que c'est à peu près 130 pays. 130 pays. 130. Alors, si je rentre, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, j'ai mal au ventre, j'ai un corps aux pieds, etc. J'habite à Bombay ou j'habite à Toronto. Est-ce qu'on va me sortir les mêmes diagnostics? Autrement dit, est-ce que on va tenir compte de la géographie qui fait qu'il y a des pathologies qui sont en Inde ou en Afrique, par exemple, et pas au Canada? Ouais, je vais cautionner parce que comme je ne suis pas médecin, j'ai un peu de mal à donner une bonne réponse à votre exemple concret. Mais je pense que ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'on tient compte en fait De la géographie. de l'ethnie, la géographie, Oui, etc. Et la réponse est oui. Donc, par exemple, la probabilité d'un pré-diagnostic de malaria va mm, être plus élevée dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, on va dire. d'accord. On a aussi une épidémiologie qu'on a vraiment mis à jour et travaillé pour tout ce qui est santé de la femme hein, en Afrique du Sud par rapport à d'autres pays Afrique du Sud parce qu'on a un grand projet là-bas. Donc oui. D'accord, ça c'est très important parce qu'on a des amis africains qui nous écoutent et il faut qu'ils aient cette information. Euh, en lien avec ce qu'Étienne vient de demander, puis c'était aussi la seconde question de Simon Ategbo. Est-ce qu'il y a des domaines où vous êtes plus fort que d'autres? Tantôt, on l'a un petit peu abordé, là, mais si on oublie la géographie, l'ethnie, si on va par exemple dans le cancer, est-ce que vous êtes plus fort en cancer du poumon, un petit peu plus faible en cancer de peau, ou c'est à peu près égal? Non, il y a toujours des différenciations, hein. Donc après, j'ai un peu de mal. Il faudrait vraiment que je regarde en détail la priorisation, si ça vous intéresse en oncologie et en respiratoire. Ça, là, tout de suite, je ne l'ai pas. Mais si, il y a quand même des différences. Après, encore une fois, on utilise et on donne le modèle que ce qu'on sait avec une pertinence qui est au-delà d'un certain seuil, hein. Donc, si Lazare, hein, en fait, donnerait un meilleur diagnostic que nous, on ne le ferait pas et on dirait on ne couvre pas. D'accord. Il y a une main levée dans la salle. Monsieur Karim. Karim Djibrila, ouvrez votre micro et posez votre question, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Et j'ai beaucoup écouté Madame le marié. Euh, Mes préoccupations, bon, ma question que j'ai, c'est comme une préoccupation, dans la mesure où vous venez de dire à l'instant que, par exemple, dans le cas d'un diagnostic d'un cancer, par exemple, on peut nous donner des résultats peut-être fiables. Est-ce que, en confrontant
cet outil à un médecin qu'on a en face de nous qui peut-être pourra nous sortir le langage correct pour nous parler et que peut-être si le cancer était déjà à un stade avancé, en tant qu'humain, nous pouvons encaisser cela. Est-ce que cet outil-là est susceptible de se mettre à la place de ce médecin-là pour nous parler en tant qu'être humain, pour ne pas peut-être déjà tirer des conclusions actives pour dire que, bon, voilà, mon cancer est déjà à un stade vraiment avancé. Voilà, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est que est-ce que cet outil ne se positionne pas sous forme d'un outil d'automédication? Parce que si j'identifie déjà ce que j'ai et que cela me confirme à travers les symptômes, est-ce que je ne suis pas à même d'aller en pharmacie pour me procurer ces produits-là? Mhm. Et la troisième préoccupation, c'est que je suis béninois, mais je suis actuellement en Belgique. J'ai essayé quand même de voir si je pourrais télécharger Ada en santé, mais on m'a dit que je ne peux pas le télécharger parce que cela n'est pas possible dans mon pays de résidence. Bon, Ah, voilà. Est-ce que les pays africains, quels sont les pays africains qui sont en mesure d'avoir cette application? Voilà mes trois préoccupations. bonnes Merci. questions, Karim. Ouais, super, super. Donc, déjà, parce que c'est quand même un souci très pratique, hein, sur la dernière question. Euh, Normalement, tous qui sont francophones, anglophones, hein, et parce qu'on couvre aussi le Swahili, du moment où on a une classification soit à ne pas être un dispositif médical, hein, et ou l'enregistrement. Donc, dans ce cas-là, il est possible, hein, que en Bénin, on serait classifié un dispositif médical, ce qu'on est dans d'autres domaines et dans toute l'Union européenne, hein, mais on n'a pas, par exemple, les papiers nécessaires, hein, pour après, en fait, pouvoir le prouver au Bénin. C'est possible. Il faudrait que je le recherche. Ça, c'est possible, hein. Ça peut être un facteur d'exclusion. Donc, Mais là, en désolée l'occurrence, pour, vous avez essayé de vous connecter pour ça. depuis la Belgique, non? Oui, Ouais, mais exactement. pour Je un suis en téléchargement Belgique dans l'App actuellement, oui. Store, ouais. Mais pour un téléchargement dans l'App Store, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le pays dans lequel on se trouve, mais le pays d'enregistrement, en fait, du Ah, téléphone, hein. Donc, ça, c'est d'accord. probablement le problème à la OK. base. OK. Donc, voilà. Mais les autres, les autres questions, et maintenant, parce que je pense que la première, c'était est-ce que l'outil est amené à parler à l'utilisateur dans un langage adapté à un utilisateur qui n'est normalement, donc pas médecin, mais au médecin dans un langage qui est utile, hein, pour le médecin. Et, Mhm. et là, encore une fois, je parle que pour Eda, hein, c'est pas forcément le cas de BC, oui, puisque en fait, toutes ces informations-là sont liées derrière, que ce soit par ICD code, par facteur, par expression médicale, tout ça, en fait, les findings, symptômes, c'est là et on peut relativement facilement, enfin, c'est un des bienfaits, hein, de la technologie, en fait, les exprimer dans layperson's language envers l'utilisateur, enfin, l'interface chatbot, mais après, envoyer les datas en fait, dans le système récepteur, que ce soit Epic ou autre, du médecin. Donc, après, le diable est dans le détail. Hein. Donc, c'est pas forcément pareil parmi tous les hôpitaux entre la France, l'Allemagne et le Canada non plus. Donc, je vais pas donner 100% de garantie. Mais de manière générale, on parle aux utilisateurs, hein, dans un langage pour monsieur, madame, tout le monde, hein, et aux médecins dans un langage médecin médicalisé professionnel. Mhm. Et je suis désolée, mais j'ai oublié la deuxième question. Donc, si vous pourriez m'aider, en fait, à la ressortir, je vous serais reconnaissante. Je disais que est-ce que l'outil ne se substitue pas en quelque sorte en un élément Ça y est, d'automédication pour les patients, Ah pour oui. utilisateurs? Voilà. ça y est. Ça y est. Eh ben, c'est un peu une zone grise, je dirais. Ben, nous, on est très clair, hein, qu'on ne pose pas de diagnostic et on fait très attention à ne pas donner des recommandations
qui sont dans le domaine en fait, d'un pharmacien, d'un médecin, y inclus pour les traitements. Par contre, on va orienter, le cas échéant, à la possibilité de consulter un pharmacien ou un médecin. Dans le cas d'une automédication, on va dire pour un rhume ou pour une douleur bénigne, dans certains cas, on indique aussi où on pourrait en fait s'informer en amont et peut-être aussi la procurer. Mais on lit pas ces choses-là et toujours basé sur une pertinence qui est au-delà d'un certain seuil. Hein. Donc, il faut quand même qu'AIDA soit 95% sûr que c'est bien un rhume. Et à ce moment-là, on va indiquer un rhume, ça peut s'auto-soigner. Vous pouvez parler à un pharmacien, vous pouvez aller, parce que de toute manière, que ce soit pharmacie en ligne ou pharmacie, il faudrait passer par là. Et puis après, c'est un peu un handover aussi aux pharmaciens, donc un peu dans ce domaine-là. Et en ce qui concerne les traitements qui nécessitent un diagnostic médical, évidemment, c'est toujours le médecin. Mais par contre, on va lier avec les médecins qui sont en vicinité et dans certains cas aussi à des plateformes de téléconsultation pour justement faciliter en fait le diagnostic après. Mhm. Est-ce que je peux poser une question, Étienne, ou tu voulais en Oui, poser? sûr. Oui. J'aimerais ça un petit peu déborder de Ada pour aller sur plus général sur l'intelligence artificielle. Bon, vous connaissez très bien la puissance de l'intelligence artificielle. Selon vous, comment je dirais ça? Donc, à quel endroit dans le secteur de la santé vous pensez que l'intelligence artificielle peut avoir les meilleurs résultats? Ouais, non, mais c'est une super question et merci. Je pense que tout ce qui est un domaine dans lequel il faut cueillir et analyser énormément de données, y inclut d'imagerie et autres, hein, et vraiment amenant à profiter énormément de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, enfin, c'est radiologie, c'est l'ophtalmologie, en fait, c'est dépistage des cancers aussi, hein, basé sur en fait, l'imagerie médicale, en fait, les analyses médicales. Ça, encore une fois, une intelligence artificielle est capable de faire beaucoup plus en peu de temps qu'une intelligence humaine. À la base, c'est l'intelligence humaine qui l'a connue, mais après, si le modèle est bien fait, il est beaucoup plus puissant que ce que nous pouvons faire, un peu comme les computers. Enfin, voilà. Donc ça, c'est fabuleux. Puis après, pour reprendre l'autre exemple de M. Karim, c'est en fait la synthèse et en fait la traduction des données. Je pense que ce qui est assez fascinant, c'est que des outils comme ChatGPT, OpenAI, Llama, ils sont capables de synthétiser des informations et puis après les redonner à un utilisateur dans un langage qu'il comprend. Hein. Donc, si maintenant mon fils, il donne des informations à ChatGPT en disant est-ce que tu pourrais me faire une synthèse qui ressemble à un essai en fait, que je dois donner à mon professeur comme si je l'avais écrit en ayant 12 ans. Et ça rend un texte parfait. On peut faire la même chose avec les données médicales en disant est-ce qu'avec toutes ces données, on peut faire une lettre qui en fait donne toutes les informations relevantes à mon confrère, ma consoeur, pour qu'elle sache de tout sur le cas, ou une lettre qui soit amenée à transmettre les bonnes informations dans un langage que comprend le patient. Et ça, c'est un bénéfice énorme, hypothétique pour l'instant, mais je pense pour les médecins, les infirmières, en fait, tout ce personnel qui, je pense, prend beaucoup de temps à faire ce travail-là plutôt que la médecine plus approfondie. Donc, je pense que ça, c'est énormément intéressant. Et puis, après tout, où il faut responsabiliser les utilisateurs, les patients, à prendre soin d'eux. Donc, la médecine préventive, hein, en fait, le changement comportemental hein, basé sur une information qui est personnalisée, puisque c'est très différent. En fait, si Ada me dit quelque chose qui est vraiment un prédiagnostic pour moi, Vanessa Lemarié, comparé à une information que je pourrais lire sur un site web qui me parle à moitié,
parce que là, en fait, c'est vraiment quelque chose assez personnel qui peut être très puissant si c'est lié avec des programmes d'intervention, y inclus enfin, sur le comportemental. Oui, Euh, c'est vrai que ce que vous abordez là, c'est quand même tout un domaine dont on n'a pas parlé, mais qui sont des perspectives énormes, c'est-à-dire la responsabilisation des utilisateurs, c'est-à-dire des patients, de la population. Non seulement c'est cette responsabilisation qui apparaît importante, mais c'est aussi la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette population. Je vois qu'il y a Charles Bollen qui était là il y a un instant. Il sera sûrement sensible à ces arguments-là. L'autre problème, ce sont les questions éthiques que ça pose. C'est-à-dire, est-ce que les réponses sont véritablement éthiques et correspondent bah, à la culture, à la population à laquelle vous vous adressez, etc. Ce sont des questions immenses. On ne va pas rentrer dans ce débat, c'est difficile, mais ce sont des vraies questions. Ah non, mais et puis passionnante, et enfin, je serais Passionnant, contente de absolument. revenir pour cette discussion à une autre fois parce qu'il va falloir, comme Oui, malheureusement, on devait j'ai un autre partir. conférence OK. après. Mais effectivement, et juste pour dire un mot là-dessus, on est dépendant en fait du feedback des utilisateurs, des médecins, en fait, de tout le monde pour travailler ensemble pour justement faire tout dans le respect, oui, en fait, de la connaissance, hein, la pertinence médicale, mais aussi dans les contraintes, les possibilités en fait des cultures. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qu'aucun outil peut juste faire automatiser. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler ensemble. Et donc, tout feedback sera bienvenu quand vous essayerez Très l'application, bien. j'espère. Oui, oui. Euh, Yves, écoutez, effectivement, tu veux conclure en quelques mots parce que Vanessa va devoir oui. partir, puis je vais présenter les deux prochaines conférences. Oui. OK, ben écoutez, d'abord, premièrement, merci, Madame Lemarié, pour cet exposé très clair, très limpide. Et vous avez pris beaucoup de risques en venant sur cette plateforme-ci parce qu'il y a beaucoup de sceptiques face à l'intelligence artificielle, face au potentiel, parce que à côté de, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a de grands avantages, mais il y a aussi de grands risques à ça. Et donc, il faut que les compagnies qui utilisent l'intelligence artificielle pour tenter d'améliorer la qualité des soins, la qualité de la santé des populations, ben, il faut que ces compagnies-là en soient très conscientes de ces risques-là. Et puis, il faut que ces compagnies-là s'attardent à tenter de non seulement d'être conscientes de ces préoccupations-là, mais tenter de les contourner pour y remédier. Donc, tout ceci pour dire que, ben, écoutez, ce n'est pas impossible qu'on vous réinvite pour continuer cette conférence-là. Et donc, personnellement, je vous remercie. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole à Étienne qui va clore. Et puis, après, je vais terminer l'enregistrement. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, ça va être sur notre site Web. On a maintenant une chaîne Grisoff, c'est-à-dire une chaîne YouTube Grisoff. Et donc, pour ceux qui voudront revoir la conférence, tout ça, c'est gratuit et sans risque. Avec plus d'une centaine de conférences au jour d'aujourd'hui. Alors, les deux prochaines conférences, c'est un programme provisoire parce qu'on est en train de le constituer petit à petit. Mais au jour d'aujourd'hui, la prochaine conférence est le jeudi 19 octobre et on ouvre une nouvelle série qui s'appelle Place aux thésards, c'est-à-dire qu'on va demander à des thésards de différents pays. Et bien entendu, si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à nous proposer. On entendra Madame le docteur Kaina Souhami de l'Université d'Alger qui va nous présenter ses travaux de thèse en cours. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est pour montrer la démarche scientifique essentiellement. La conférence suivante, c'est le jeudi 26 octobre, William Baïa. William Baïa va nous faire une conférence sur la géopolitique de la santé, le corps des femmes, terrain d'affrontement des vérités en santé maternelle dans les pays économiquement pauvres. William Baïa est un historien diplômé en communication en gestion. Il a travaillé comme journaliste pendant une dizaine d'années dans différents contextes en Afrique et dans le monde. Et il est actuellement chercheur doctoral au programme de doctorat interdisciplinaire en sciences humaines appliquées à l'Université de Montréal et termine actuellement une thèse en géopolitique de la santé sous la direction
de la professeure Violaine Lemay. Donc, ce sera certainement passionnant comme sujet. Eh bien, écoutez, nous vous remercions tous. Merci encore, Vanessa, et sauvez-vous à votre prochaine conférence qui doit débuter dans quelques minutes. Merci à encore. tous. Très bonne journée. Merci, au revoir. Voilà. À qui on dit au revoir, là? Merci, Simon. Allez, bye-bye, mon ami. C'est Simon que l'on voit, là. D'accord. Oui, c'est Simon qu'on voit, là. Très bien. Parfait. C'était intéressant, hein, Yves? Oui, c'était passionnant. Voilà, Là, Karine j'essaie de Djibrila, m'assurer que l'enregistrement est bel et bien terminé. Karine Djibrila, donc le béninois de Belgique. Je vais fermer Étienne, puis Oui. on pourra faire un FaceTime après. OK. Allez, au revoir à tous et à bientôt.